Au sommet de ce journal politique national de développement, les experts du ministère de l'économie et des finances évaluent les acquis de développement du Burkina Faso courant 2024. L'ouverture de la revue technique de la politique nationale de développement du ministère des Finances à suivre dans ce journal. Plus une goutte d'eau dans le barrage de Nongana dans la commune de Lumbila. Le barrage s'est asséché, impactant négativement les activités de plus de 500 personnes qui travaillent aux alentours. Les maraîchers ont manifesté leur mécontentement et ils demandent aux autorités de se pencher sur la situation. On en parle également. Et puis la première édition du Festicom, le festival des communicateurs, est prévu du 1er au 4 mai 2025. Ce festival a pour objectif de mettre en valeur les compétences culturelles et permettre aux étudiants de mettre en pratique la formation reçue dans les universités. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir et ravi de vous retrouver. Nous débutons par le Conseil des ministres. Le gouvernement autorise le recrutement de 2000 sous-officiers de la police nationale, dont 50 de sexe féminin. Un quota est réservé aux volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, aux volontaires adjoints de sécurité, les VADS, et aux femmes des FDS tombées au front. D'autres décisions du Conseil des ministres de ce 16 avril avec Germaine Farama. Recrutement de 2000 hommes au profit de la police nationale, c'est ce qui a été décidé au Conseil des ministres de ce 16 avril. Une autorisation de recrutement qui se fera par concours direct et professionnel au profit de la police nationale. Selon le ministre de la Sécurité, un quota est prévu pour les VDP, les VADS et les veuves des FDS tombées au front. Au titre de l'année 2025, mon département recrutera au niveau des concours professionnels, commissaire de police 20, officier de police 60. Au niveau des concours directs, commissaire de police 10 avec des qualifications spécifiques, officier de police 10 avec des qualifications spécifiques, sous-officier de police 2000 dont 50 de sexe féminin. Par ailleurs, pour le concours direct des sous-officiers, des quotas seront réservés aux volontaires pour la défense de la patrie, aux volontaires adjoints de sécurité et aux femmes des forces de défense et de sécurité tombées au front. Bientôt, la ville de Dori disposera d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques. C'est aussi l'un des projets adoptés en Conseil des ministres sous le sceau de l'utilité publique urgente. Une unité qui sera construite grâce à un financement obtenu auprès des partenaires depuis 2020 pour la construction d'une UFR-ST et d'une cité au centre universitaire de Dori. Alors, il faut rappeler que le Burkina Faso, de concert avec des partenaires, a obtenu un financement pour la construction d'une UFR-ST et d'une cité universitaire au centre universitaire de Dori. Et ce financement a été obtenu depuis 2020. Un site avait été effectivement identifié d'une superficie d'environ 100 hectares, mais force est de constater que depuis et jusqu'à ce jour, les travaux n'ont pas pu commencer du fait de l'indisponibilité de ce site. Malgré les nombreuses discussions, les négociations qui s'en sont suivies, le site reste toujours inaccessible pour l'érection de ces différentes infrastructures. Pour le compte du ministère des Infrastructures, le gouvernement a arraché le monopole du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics à travers l'adoption d'un projet de loi qui sera transmis à l'ALT pour réglementer le métier de laboratoire et des travaux publics dans le but de mettre en œuvre
les engagements de l'État et faire face aux nombreuses sollicitations. Avec cette décision gouvernementale, certaines activités du laboratoire seront ouvertes au secteur privé. Il y aura aussi l'institution de l'agrément technique pour la réalisation des travaux et la régulation du secteur par un organe de régulation. Et puis, le gouvernement burkinabé rejette avec fermeté les propos tenus par le général Michael Langley, commandant de l'US Africom, lors d'une audition devant une commission sénatoriale américaine le 3 avril 2025. Il qualifie ces déclarations de graves, infondées et contraires à la réalité. Pour les autorités burkinabées, ces accusations portent atteinte à l'honneur du pays et ne traduisent ni le contexte sécuritaire actuel, ni les efforts intenses menés par le Burkina Faso pour restaurer la paix et la stabilité sur son territoire. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme sa souveraineté pleine et entière ainsi que son droit légitime de réévaluer en toute indépendance les accords de coopération, notamment dans le domaine militaire, en fonction de ses intérêts nationaux. Selon les autorités burkinabées, le général Michael Langley aurait mieux fait de s'en tenir à son champ de compétences en apportant à la commission sénatoriale une lecture plus équilibrée des faits ayant motivé le Burkina Faso à revoir certains accords de coopération. Enfin, le ministre des Affaires étrangères insiste sur l'importance d'un dialogue franc et respectueux entre partenaires internationaux. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le ministère de l'économie et des finances évalue les performances de développement du Burkina Faso en 2024. Les experts du domaine vont analyser les acquis et se projeter sur le plan d'action pour la stabilité et le développement de 2025. La revue technique de la politique nationale de développement se tient aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Le point de l'ouverture de la revue technique avec Yacouba Kiemtouri. Le Burkina Faso a enregistré en 2024 81,94% du taux d'exécution physique du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le pays a également réalisé 71,30% du taux d'exécution financière. Cette évaluation du PASD s'articule autour de 4 grands piliers. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et la gouvernance et la réconciliation nationale, ainsi que la cohésion sociale. Pour 2024, nous avons un taux de réalisation globale de 81,9%. Et ça, c'est le taux global. Mais en termes d'action prioritaire, quand vous prenez les différents piliers de PASD, vous avez, par exemple, au niveau de la reconquête du territoire, une progression qui nous situe aujourd'hui à 111% de taux du territoire récupéré. Vous avez également au niveau pour ce qui concerne les personnes déplacées, il y a pratiquement en 2024 près d'1 million et quelques personnes déplacées qui sont reparties chez elles. Et ça concerne grosso modo 700 localités. Vous avez aussi des acquis au niveau agricole, à travers justement les différentes initiatives en termes d'offensives qui ont été menées. Et je pense que tout ça, ce sont des acquis à saluer par rapport au niveau où on était en 2023. Cette revue technique de la politique nationale de développement va statuer sur le plan d'action pour la stabilisation et le développement de l'année 2025. Elle va aussi analyser les actions et proposer des perspectives pour améliorer la politique de développement. Aujourd'hui, le comité technique se réunit en fait pour faire l'évaluation de la mise en œuvre de ces actions prioritaires et pouvoir préparer justement les dossiers pour le comité de pilotage pour la validation finale en fait des acquis et également ressortir les défis et les difficultés que nous avons rencontrées en 2024 et cela va permettre justement de tirer les leçons nécessaires pour mieux faire en 2025.
Malgré les nombreux défis sécuritaires en 2024, le gouvernement a confirmé sa dynamique de résilience et d'engagement vers le développement socio-économique durable. Le gouvernement demeure fermement mobilisé pour renforcer les acquis du PASD et poursuivre les réformes nécessaires pour une stabilisation pérenne et l'essor socio-économique du pays. L'actualité dans un autre registre, le barrage de Nomgana dans la commune de Lumbila, jadis poumon économique pour certains maraîchers, s'est subitement asséché. Un tarissement précoce qui impacte négativement leurs activités. Les maraîchers aux alentours du barrage ont donc manifesté lundi dernier pour montrer leur inquiétude. Ils appellent à l'intervention des autorités pour le curage urgent de l'infrastructure. Nous en savons plus avec Daouda Yamyogo. Le barrage de Nomgana ne contient plus la moindre goutte d'eau après le mois de janvier, et cela depuis plus de 5 ans. Un spectacle désolant pour les maraîchers de la localité. Plus de 5000 personnes travaillent aux alentours de ce barrage depuis des années. Ce que nous produisons ici en 3 mois, l'eau est partie. Et pour ceux qui font par exemple de la tomate, il ne peut pas finir. Donc ils sont obligés de laisser repartir ou bien de cueillir avant même la date là. Et puis c'est un peu compliqué. À partir du 15 janvier au mois d'août, la population est dans le chômage. Cette retenue d'eau, construite il y a environ 30 ans, est victime de la pression démographique. Selon les responsables locaux, l'arrivée massive des personnes déplacées internes a considérablement accru les besoins en eau dans la zone. Avec l'arrivée des PDI, je pense que Nomgana, on a un site officiel des PDI, on a d'autres qui sont installés de façon, disons, à leur propre compte. Donc du coup, le nombre d'utilisateurs d'eau vraiment a augmenté. Pour le maraîcher Seydou Ouedraogo et Adama Kompaore, ressortissant de Nomgana, ce site est le poumon économique de la localité et avait contribué à freiner l'exode rural. Le barrage est très important pour la population parce qu'on regarde que ici, 80% ou bien voire même 100% de la population ici sont des agriculteurs. Donc tout le monde gagne son pain ici. Si nous n'avons pas l'eau, c'est très compliqué. Nous tous, on a suivi le début de ce barrage. On a vu l'importance, comment ce barrage a joué dans la vie de la population de ce village et a freiné un peu même l'exode même des jeunes vers les villes et puis aussi lutter un peu contre le chômage. Donc vu le tarissement précoce de ce barrage, vraiment ça joue sur l'économie de ce village et généralement sur l'économie même de la commune de Lumbila. Devant l'urgence, les populations ne comptent pas rester les bras croisés. Elles ont mis en place un fonds local alimenté par des contributions communautaires pour aider à la réhabilitation de leurs barrages si l'État décide du curage de la retenue d'eau. La population a une coopérative ici. Voilà, donc les gens s'entendent très bien. D'ailleurs, des travaux sont déjà faits ici. Donc, en plus de ça, il y a la force humaine. Donc, si nous avons une aide ici, nous avons des gens de bonne volonté qui vont venir nous aider. Et physiquement, voilà, sans rien attendre, parce que c'est pour nous d'abord. En plus de ça, nous avons fait une cotisation que nous avons donnée à notre trésorier. Donc, qui peut nous aider, nous allons lui présenter ce que nous avons eu aussi comme cotisation pour accompagner l'activité. Le président de la délégation spéciale de Lumbila, Seiba Kompaore, a promis de porter les doléances de la population aux plus hautes autorités. Cela demande à quel point la réhabilitation du barrage les tient à cœur. Voilà, lorsqu'on est prêt vraiment à apporter sa force pour travailler, ça dit que le problème du barrage est vraiment sérieux et ils se disent qu'eux peuvent mettre la main à la pâte pour vraiment réaliser ce projet qui les tient à cœur. Donc nous, on fera également des doléances auprès de la hiérarchie, notamment au commissaire gouverneur, également auprès également de services techniques, voilà, en charge de l'eau, voilà, pour également poser ce problème. Et si vraiment la hiérarchie peut toucher également plus haut, le gouvernement serait également une bonne initiative. Je pense qu'on fera ce plaidoyer-là parce que nous représentons la population, voilà, aux yeux de l'État. Le barrage de Nomgana, situé dans la commune de Lumbila, dans la province de Lubri-Tenga, permettait à plus de 5000 familles de vivre du maraîchage. Son tarissement précoce compromet gravement la sécurité alimentaire locale et les revenus de nombreux foyers.
De l'autre côté, la Société d'exploration agricole et sylvopastorale a tenu hier à Koudougou dans le Boulkiemde un atelier d'information sur l'efficacité agronomique de l'engrais organique concept Green Agro. L'objectif principal était de porter à la connaissance du public les atouts de cet engrais dans la protection et l'amélioration de la qualité des sols. Sidiki Kabri. CESEA est un engrais organique foliaire, entièrement biologique, dont les tests sur les sols ont donné des résultats promoteurs, comme en témoignent les premiers producteurs ayant l'expérimenté. Nous avons eu à tester l'engrais organique concept Green Concept Agro, CGA, dans notre ferme. Et sur une spéculation, surtout, nous avons fait ça sur l'ail. Voilà. Et nous avons constaté une grande différence avec nos pratiques habituelles. On a constaté que les feuilles de la plante même est encore plus verdoyantes pendant son évolution. Et je vois que c'est également un engrais qui est en poudre, donc facile à conserver. On a utilisé le produit la mer et eux, ils avaient donné 15 jours. Mais selon nous, c'est bon, et 7 jours quoi. Puis on a utilisé le produit là, on a fait des côtés. L'autre côté, on a utilisé 15 jours. Et l'autre côté, on a utilisé 7 jours. Donc on a vu que 7 jours là, c'est plus efficace que par rapport aux 15 jours là. Puis le produit là, ça permet aux plantes aussi c'est-à-dire de supporter les températures à haute tension, à méga-terme. Les maladies alternées, il n'y a pas de solution. Quand ça arrive aux plantes, il faut laisser carrément les plantes là. Donc mais maintenant, on a remarqué avec le produit là, quand on pulvérise ça, donc ça passe. Le produit CESEA a été soumis aux analyses du Bureau national des sols, ainsi qu'au texte d'efficacité agronomique de l'INERA, qui ont rassuré quant à sa qualité et à son efficacité. Nous avons pris part donc à l'évaluation de l'efficacité de cet engrais, le CGA. Okay? Et au cours de la campagne 2024, campagne agricole 2024, et donc nous poursuivons toujours et présentement on a un test de confirmation donc au niveau de Samandeni, voilà, en saison sèche. Ce que nous pouvons dire, c'est que le CGA est un biostimulant, donc un fertilisant qui fait partie de la gamme des biostimulants, donc qui permet donc d'améliorer les rendements au niveau des productions, que ce soit au niveau des productions céréalières ou au niveau des productions maraîchères. Le directeur général de SOSAP s'est réjoui de l'engouement suscité par le produit et a réaffirmé son engagement à répondre aux besoins du marché en tenant compte des recommandations issues de l'atelier. Pour nous qui sommes mis dans ce dynamisme d'améliorer tout ce que nous faisons, on prend en compte tout ce qui a été fait comme recommandation pour pouvoir améliorer et voire même développer le futur de notre société. Le ministère de l'Agriculture, à travers son représentant, a salué cette invention endogène et a encouragé les promoteurs à poursuivre leurs efforts pour une agriculture souveraine et durable. Nous remercions SOSAP d'avoir eu cette initiative pour mettre ce produit au point et de nous inviter pour partager en tout cas les résultats et des recherches autour de cet engrais organique à l'application foliaire. Voilà, en tout cas, nous saluons cette activité et cet engrais organique apporte un plus à la gamme des engrais, des fertilisants disponibles en fait, sur le marché. L'engrais organique CGA est disponible sous forme de poudre avec des prix variant entre 2 500 et 75 000 francs CFA. Et Mira Élevage, qui a formé plus de 200 apprenants en élevage de volailles et de poissons. La formation qui a débuté samedi dernier a pris fin le dimanche à Ouagadougou. Les détails avec Samuel Moko. L'élevage de volailles et de poissons n'ont plus de secret pour ces 200 personnes qui ont suivi la formation sur Mira Élevage. 2 jours ont suffi à ces apprenants pour maîtriser les différents contours de l'élevage. Je suis déplacé de San Pedro, Côte d'Ivoire. On a eu à bénéficier beaucoup de choses. Donc on rend grâce à Dieu. Et puis on demande à tous ceux qui ne sont pas pu être là de se préparer pour la prochaine formation qui aura lieu. On a bénéficié beaucoup de choses dans
l'élevage comme l'aviculture, toute l'aviculture. On a fait l'élevage au niveau des volailles et puis la pisciculture, Savane TV. Et par rapport à leur canal, que nous on a reçu des informations depuis Côte d'Ivoire. Je suis très satisfaite parce que la formation était assez large, diversifiée. On a eu des explications en long et en large. On avait des réponses à nos questions. On nous a appris comment prendre soin des alevins, la nourriture, la composition même de la nourriture des alevins. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre part à cette formation, je vous invite à venir suivre parce que c'est très rentable. On a des professionnels en face de nous. À la clôture de la formation, Mira Élevage a fait un tirage au sort. Les 5 personnes dont les noms ont été tirés sont répartis avec des cadeaux. Bouraïma Zougmoré est l'un des heureux gagnants. Mira Élevage, dans le souci de faciliter l'accès des formations à tous, prévoit une autre session dans le mois de mai. Pas nécessairement besoin d'un niveau d'études élevé pour participer aux formations de Mira Élevage. Nous avons enregistré 215 participants. Donc il y a eu des gens qui nous ont appelés à la dernière minute. Donc nous allons les programmer une session de rattrapage le 3 et le 4 mai prochain. La formation, nous l'avons toujours fait en 2 langues, c'est-à-dire en langue nationale morée et en français. Grâce au tirage au sort, 2 autres apprenants sont répartis aussi avec chacun 100 poussins et un sac d'aliments. Je vous l'annonçais également en titre. L'Association des jeunes journalistes, communicateurs et marketeurs a annoncé hier au cours d'une conférence de presse la tenue de la première édition du Festival des communicateurs dénommé Festicom. Il aura lieu du 1er au 4 mai prochain. Nous en savons plus avec Fidéline Bansé et Djamilatou Sakana. Pour un Burkina résilient et prospère, Jeune engage-toi pour une communication saine est le thème de la première édition du Festival des communicateurs dénommé Festicom, une initiative de l'Association des jeunes journalistes, communicateurs et marketeurs pour aider les étudiants à s'intégrer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, l'Association des jeunes journalistes, communicateurs et marketeurs a un objectif bien précis. L'association se veut être le pont entre le monde estudiantin et le monde professionnel. C'est-à-dire aider les étudiants, même étant toujours sur les bancs, à avoir et à toucher du doigt les réalités du milieu professionnel. Les permettre de pouvoir s'intégrer et avoir des formations requises pour les permettre de pouvoir avoir un minimum de compétences avant d'embrasser le milieu professionnel. Et dans le même temps, permettre à ce que ces jeunes qui sont suffisamment formés puissent être véritablement des outils, des instruments dynamiques pour les institutions, les entreprises ou les médias qui vont les recruter pour qu'ils puissent apporter un sang neuf. Lors de cette conférence, le président de l'association est revenu sur les différentes activités qui seront menées au cours du festival prévu du 1er au 4 mai prochain. Il y a pratiquement 3 axes, 3 grandes activités que nous allons mener. L'une des premières grandes activités que nous allons mener, c'est le panel. Le panel aura lieu pratiquement au niveau du palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Gingani. La deuxième grande activité, c'est la journée de la communication orale. Nous allons revenir aux anciennes méthodes et aux anciens moyens utilisés avant que les caméras, les micros ne puissent véritablement être vulgarisés. Permettre aux gens de comprendre que même étant en Afrique, il y avait la communication orale qui était là. Nous allons revenir sur ça. C'est-à-dire que non, les spectacles qui seront faits le jour même vont entrer dans le sens de tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est tradit moderne. Et le dernier axe pratiquement de Festicom, c'est l'espace culturel. Cette première édition du Festicom de l'Association des jeunes journalistes, communicateurs et marketeurs aura lieu au Palais de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Guingané ainsi qu'au rond-point de la transition de Bonnerville. Dernier point de ce journal, le nouveau président gabonais élu, Brice Oligui Nguema, attendu sur plusieurs fronts de développement par les Gabonais. Les défis à relever sont nombreux selon Nick Edou, un Gabonais vivant au Burkina Faso. Pour ce juriste, le président gabonais doit travailler à rendre les institutions fortes et offrir une vie sociale décente aux Gabonais. Il s'exprime au micro de Fatih Sankara. Donc nous avons vécu intensément les différentes mouvances, les différentes tendances et les différentes réflexions, projets que les candidats ont pu porter durant cette élection. Les résultats sont plus ou moins démocratiques, plus ou moins parce que nous avons un candidat élu
qui a battu campagne avec des moyens de l'État, avec une garde républicaine payée aux frais de l'État, avec des directeurs et responsables administratifs qui sont à charge de l'État, alors que les textes de loi interdisent formellement toute autorité administrative de battre campagne. Mais cela est davantage justifié par le fait que le Gabon est résolument engagé vers un changement profond et un changement définitif. Un changement définitif, et pour ce faire, le responsable administratif, le militaire, etc. sont des Gabonais épris de paix et de justice, épris de changement profond, ont décidé d'accompagner le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema vers sa marche à l'accession à la majorité suprême. Nos attentes du président Brice Clotaire Oligui Nguema sont qu'il restaure les institutions, parce que nous sommes avant tout un État de droit. Et un État de droit, un État fort, un État qui décide de s'engager résolument vers une dynamique économique positive ne peut se permettre de le faire que si cet État-là a une base légale solide. Et c'est ramener les minima sociaux. Les minima sociaux, c'est que le Gabonais puisse manger à sa faim, qu'il puisse boire à sa faim, qu'il puisse se loger convenablement à des prix qui sont à la portée de toutes les bourses, qui puissent se vêtir et qui puissent vaquer librement à ses occupations, avoir une expression libre, ne pas se sentir dans un État dictatorial, dans un État qui emprisonne et embrigade le citoyen dans tout ce qu'il a de plus fondamental. C'est l'essentiel de ce savant soir. Merci pour votre attention. Bonsoir.